Eva Joly, nous avons été rejoints sur ce plateau par Maurice Leroy. Bonsoir Monsieur le Ministre, vous êtes ministre de la Ville et c'est de tout cela que nous allons parler puisque la ville intéresse tout particulièrement les écologistes. Vous êtes arrivé un petit peu plus tard que vous ne le pensiez à BFM TV, tout simplement parce que suite à une inondation de la Seine qui est un peu en crue, eh bien les quais de la voie sur berge sont fermés et par conséquent vous n'avez pas pu rouler aussi rapidement qu'il était prévu. Est-ce que ça signifie, Monsieur Leroy, qu'on ne sait pas administrer les villes en France et qu'on ne sait pas organiser la circulation dans les villes? Bonsoir. D'abord, je ne laisserai pas dire à Olivier Masserolles qu'un ministre, ça ne respecte pas les vitesses et les limitations de vitesse, donc ça les respecte. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on se doit de montrer mais vous êtes allé encore plus lentement qu'il n'était que le prévoit la limitation de vitesse. Non, mais vous savez, l'organisation des transports, c'est majeur pour les villes. Et je pense qu'effectivement, dans l'organisation de la ville, on doit penser transport urbain. Et pardon, mais si Madame Eva Joly le pense, je ne vais pas me démarquer de cela parce que... mais elle dit carrément les voitures, ça suffit. Bon, les voitures, ça suffit. S'il y avait une recette et une méthode pour éliminer complètement la voiture, ça se saurait. Voilà. Il y a des pays européens d'ailleurs, Londres, d'autres pays, Moscou qui y réfléchit parce qu'il y a aussi de superbes embouteillages, encore pire qu'à Paris. Voilà. Donc toutes les capitales ont besoin de réfléchir, et pas seulement les capitales, les villes aussi. Je me méfie simplement, je me permets de vous le dire, et je ne suis pas seul à le penser, des architectes avec qui je travaille sur le projet présidentiel du Grand Paris voulu par le président de la République. Les architectes me disent ils sont très sceptiques sur cette affaire des écoquartiers. Parce que quand même l'une des difficultés qu'on a du mal à réparer sur la politique de la ville, et je vous y rends attentif, ça a été le zoning. Alors il fallait du logement là, de l'emploi là, des surfaces commerciales là, etc. Ça, c'est pas terrible au final, il faut réparer. Oui. Et je me méfie parce qu'il y a le nouveau sirop-typhon, c'est un peu les écoquartiers, mais voilà, ça paraît écolo, mais j'aurais aimé quand même entendre Eva Joly sur les transports. Oui, et puis ensuite on vient aux écoquartiers. C'est une question majeure. On ne peut plus continuer à ce que tout le monde bouge tout le temps. Tout sature, les routes saturent, les trains saturent, les avions saturent, et nous ne pouvons plus doubler toutes les lignes, on ne peut pas doubler les RER. Donc il n'y a pas d'autre solution à terme que le fait qu'on réduise un peu nos transports. Et pour cela, il faut que l'emploi soit beaucoup plus proche de là où les gens vivent. C'est le bon sens même. Nous devons réduire nos émissions de CO2. Et la façon la plus sûre de le faire, c'est de diminuer le nombre de transports. Ensuite, il faut faire immédiatement les coûts. Mais quand on habite à l'est de Paris et qu'on doit aller travailler à l'ouest. Le rôle d'hommes et femmes politiques, c'est d'avoir une vision, de mettre un point sur l'horizon et d'y aller. Donc de savoir qu'on ne peut pas continuer comme nous l'avons fait depuis 30 années. Et c'est l'idée des écoquartiers. C'est aussi, pour nous, c'est l'idée que nous devons aussi en banlieue et dans les quartiers, faire ce qu'il y a de mieux, construire des logements de qualité qui réduit la précarité énergétique, qui aujourd'hui est un grand problème pour beaucoup d'habitants des quartiers. Nous savons qu'il y a plus de 4 millions de ménages qui ont froid dans leur logement et qui ne peuvent pas se chauffer. Et donc, la réponse à cela, c'est de construire d'abord des bâtiments BBS et ensuite d'isoler le parc de logements existant. Maurice Leroy. D'abord, ça se fait. J'ai en charge ça se fait, mais ça se fait. Ouais. Bien sûr, on peut toujours dire que ça ne se fait pas assez, mais ça se fait. Moi, je veux rendre hommage à mon ami Jean-Louis Borloo, qui a porté cette politique de la rénovation urbaine dans les quartiers. Et effectivement, je poursuis cette politique. Fadela Amara l'a conduite avant moi, Catherine Vautrin. Nous faisons en sorte, dans le gouvernement de François Fillon, nous le faisons,
je vous invite, hein, volontiers, avec grand plaisir. Non, mais je vous explique. Nous faisons la rénovation urbaine. La rénovation urbaine fait en sorte non seulement de rénover, de réhabiliter les quartiers, de recréer de vrais quartiers, mais nous avons effectivement de la haute qualité environnementale et des normes BBC, effectivement, qui se font dans cette rénovation urbaine. C'est très important ce qui est fait je ne doute pas actuellement. Que Maurice Leroy connaît très très bien la question. Je sais que ça le préoccupe depuis très longtemps. Mais il ne reste que votre ministère est un ministère peau de chagrin. Vous avez vu votre budget divisé par 2 depuis 4 années. Et le budget cette année est réduit de 10% par rapport à l'année dernière. Et le grand plan Marshall de la banlieue a aussi réduit comme un pot de chagrin. Dans un Donc instant, on n'a pas pu. Si vous me le permettez, vous savez, le plan Marshall... Ce que je déplore aussi, c'est que la rénovation que vous faites se fait sans concertation avec les habitants. Non, ça, c'est pas vrai. Non, pardon. Il y a des mairies, et notamment vertes, où il y a des référendums avant la destruction des tours et avant la reconstruction. Non, mais j'ai vu ça dans le programme d'Europe Écologie, les Verts, qui dit effectivement, parce que j'ai quand même un peu étudié avant de venir vous rencontrer, et je vois que dans le programme Europe Écologie, les Verts, il est dit, il faudra se faire la concertation avec les habitants. Pardon, madame, ça se fait. Ça se fait. Et je vais vous dire une chose. Non mais attendez, on ne va pas rétablir le gospel. Comment ça se fait la politique de la ville? Ce sont les maires et les municipalités qui portent ces projets de rénovation urbaine. Et nous sommes dans une démarche contractuelle, l'État, avec ces collectivités. Ce n'est pas l'État qui va imposer aux communes de le faire. Après, c'est à chaque équipe municipale, c'est la démocratie locale qui règle cela de le faire. Et je veux faire droit, effectivement, Olivier Mazerolle, si vous me permettez un instant, sur ce plan Marshall, comme ça on réglera cette question. On va venir au banlieue. C'est le sujet. On n'a pas besoin d'y venir. On y est, Olivier Mazerolle. Le plan Marshall, la concertation, Maurice Leroy, s'il vous plaît, parce qu'on mélange tout. Non, s'il vous plaît. La concertation et ensuite le plan Marshall. Allez-y. La concertation et ensuite parce que la réhabilitation urbaine, la réhabilitation des villes, ce n'est pas uniquement par les bétons que ça se soigne. Ce n'est pas uniquement en détruisant les bars et en construisant. Il faut aussi investir dans l'humain. Et c'est ça qui a fait défaut depuis 2007. On a effectivement reconstruit beaucoup, mais on a beaucoup déconstruit les services publics. On a diminué le nombre d'enseignants, le nombre de policiers. On a réduit l'offre. Et on n'a pas non plus amélioré les transports. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vivre dans le quartier, même réhabilité, n'a pas amélioré la vie des habitants. La relégation y est toujours parce que c'est plus difficile d'avoir accès aux services publics, plus difficile de se rendre au centre-ville. Et j'ai regardé le chiffre récemment. Pour un jeune de banlieue, la probabilité de faire des études avec succès, qui aboutit à un beau métier, est toujours très très faible. Alors, donc, le on n'a pas réussi. Voilà. Non, mais je vais revenir sur ce que dit Madame Joly à l'instant. Il y a un certain nombre de choses que vous évoquez qui sont exactes. Mais pardon, on ne va pas faire dire à la politique de la ville tout ce qu'elle n'a pas à traiter en elle-même. Elle ne peut pas être responsable de tout ça, y compris de l'échec qui arrive parfois en matière d'accès à l'enseignement supérieur ou aux études. C'est pour ça d'ailleurs que nous mettons en place dans les contrats de ville, nous avons dans le volet humain les programmes de réussite éducative qui sont d'ailleurs plébiscités par les maires sur le terrain. Je suis vraiment, je vous le dis, je vous ouvre mon cœur, je vous dis les choses sincèrement, je suis surpris de votre approche, parce que quand on parle de la rénovation urbaine, avec tous les maires, madame, avec tous, sans aucune exception, quelle que soit leur sensibilité politique, ils saluent tous la rénovation urbaine mise en œuvre par Jean-Louis Borloo et que le gouvernement de François Fillon continue de mettre en œuvre. Et il la salue tellement que vous savez ce qui se passe. Partout où je me déplace, partout, je pourrais prendre mon agenda ministériel, j'étais aux Minguettes à Vénissieux dans le Rhône, je rentre d'Auvergne où j'étais à Thiers, le maire est sans étiquette, je pourrais ainsi vous dire le nombre de villes et de maires où on me dit ça a tellement bien
fonctionner la rénovation urbaine qu'on demande un acte 2. Et je suis assailli de demandes, je vous assure, par lettre, des maires qui souhaitent que ça se fasse et que l'on continue. Et je vais vous dire, de temps en temps, ça ne fait pas de mal à notre morale, à tous, si on peut avoir des points d'accord et de convergence globale. Et il y a un point où je vous donne acte et où je vous donne raison. Et d'ailleurs, je suis en train de réorienter les choses et de faire des propositions au Premier ministre. Je pense qu'effectivement, on a peut-être justement parfois un peu déséquilibré les choses au profit de la rénovation urbaine et pas suffisamment au niveau de l'humain. Et voilà pourquoi... Oui, mais je travaille, hein, ça c'est mon rôle de ministre de la République. Madame, je vous assure que... Attendez, je termine d'une phrase. Je vais faire des propositions, puisque le Premier ministre m'a demandé de travailler à l'acte 2 de la rénovation urbaine qui viendra après 2013. Et je vais faire des propositions au Premier ministre pour mieux conjuguer l'humain et l'urbain et faire que nous ayons un contrat unique avec le maire et avec, ça devrait avoir votre assentiment, avec les autorités, je finis ma phrase, avec les autorités organisatrices de transport. Donc la difficulté de votre ministère, c'est que ce gouvernement ne peut pas tout faire et qu'il a préféré faire des cadeaux fiscaux, de mettre le bouclier fiscal et de réduire votre budget de moitié, ce qui fait que vous n'avez pas le moyen de l'ambition de la vôtre. Donc je ne doute pas que vous avez vraiment la volonté d'améliorer la ville. Mais un ministre qui a un budget qui est réduit de 50%, il est assez entravé, même s'il a de très bonnes idées et de bonnes volontés. Donc ça, c'est la conséquence de la politique de la ville qui a été voulu par Nicolas Sarkozy et qui a été beaucoup le ministère de la désillusion en réalité. Et lorsqu'il disait qu'il voulait nettoyer les quartiers au Cacher, en réalité, la seule chose qui a été nettoyée au Cacher, c'est l'espoir. Moi, j'étais à Bondy vendredi et je peux vous dire que l'ensemble des personnes avec qui je discutais, les associations, les jeunes, ils se plaignent de la précarité dans laquelle ils sont et la difficulté pour les jeunes à trouver un emploi. Quand vous dites améliorer l'humain, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis Maurice Leroy vous répondra. Ça veut dire que, pour l'idée, ce que nous préconisons, nous, c'est pour chaque euro investi dans le béton, il y a aussi un euro pour l'humain. Ça veut dire mettre plus de liens humains, ça veut dire faire des régies de quartier, ça veut dire avoir des services aux habitants, ça veut dire avoir des transports. On a promis des trams, par exemple, qui ne viennent pas depuis des années, qui permettraient aux jeunes d'aller chercher du boulot. Donc, il y a plein de choses qui ont été promises et qui ne sont toujours pas là, par défaut de moyens. Madame, moi, je vais vous répondre très concrètement sur l'humain, parce qu'on doit rendre des comptes. Je suis ministre et je dois au peuple français rendre des comptes. En un an où j'ai pris mes fonctions, j'ai fait en sorte, et ce sera facile de vérifier, y compris à Bondy, demanderez au maire de Bondy, les socialistes, il vous le dira, en un an seulement, j'ai fait en sorte qu'avec les crédits de l'État, même réduits, parce qu'il y a une crise sans précédent, et moi j'assume cette réduction de crédit, parce qu'il y a une crise, effectivement, voilà, et les recettes ne sont pas au rendez-vous comme quand nous sommes dans une période de croissance, et on doit bien gérer cette situation. Eh bien, en un an seulement, j'ai fait en sorte que les crédits de l'Agence de cohésion sociale et de l'égalité des chances arrivent aujourd'hui aux associations. Ça, c'est l'humain. Ce sont les associations qui font un travail formidable pour recréer le lien social dans nos quartiers. Et donc, aujourd'hui, grâce à mon action, ces associations, quand elles reçoivent le crédit, ça ne sert plus comme pendant 20 ans à payer à la banque les agios de la subvention de l'année dernière. Et je vous assure que sur le terrain, renseignez-vous, vous verrez, les associations rendent hommage au travail du gouvernement, et pas que les associations, y compris les maires. Vous savez, il y avait un consensus en France sur la politique de la ville. Les associations sont évidemment très très importantes. C'est là où se trouve la vraie vie démocratique en France. Ce sont dans les associations. Et que le gouvernement les soutient. Mais beaucoup d'entre elles ont vu leurs subventions coupées. Et de même, des postes ont été supprimés qui
qui faisait cette cohésion sociale. Donc, c'est très difficile de dire qu'on fait de la rénovation urbaine et qu'on s'occupe du social lorsque les centres de soins locaux, par exemple, ferment parce qu'il n'y a plus d'infirmières, parce qu'il n'y a plus d'assistantes sociales. Mais c'est tout l'inverse. Avec Xavier Bertrand, nous mettons en œuvre des maisons de santé pluridisciplinaires dans les quartiers. C'est toute l'action que mène le ministre de la Santé, mon collègue et ami Xavier Bertrand. Donc c'est tout l'inverse. Là, c'est au contraire. Nous mettons des maisons de santé pluridisciplinaires dans les quartiers. Est-ce qu'il y a un problème particulier, parce qu'on entend parler de ça constamment, de l'emploi? Et est-ce que il y a un problème particulier de l'emploi dans les banlieues. Dans les banlieues, 46% des jeunes sont au chômage. Quelle est la responsabilité, ou pas, de la politique de la ville sur cette question de l'emploi? Eva Joly. Voilà, les quartiers ont été constitués et construits après la guerre pour faire face à un besoin urgent de logement, et ce ne sont pas des véritables tissus urbains. Au début, il y avait un certain mélange des classes sociales, ça s'est appauvri, et il y a maintenant une forme de relégation, et les personnes qui vivent qu'ils sont exclus de la vie démocratique par une offre moins abondante des services sociaux, par des difficultés scolaires plus nombreuses. Et là, par exemple, pour lutter contre ce handicap, on doit renforcer notamment l'école. Et il y a des choses de faites. Je sais que les moyens en zone d'éducation prioritaire sont de 10% supérieurs ailleurs, mais ce n'est pas suffisant, ça ne compense pas les handicaps. Et aujourd'hui, on constate donc que les jeunes dans les quartiers sont beaucoup plus au chômage qu'ailleurs, qui sont beaucoup moins axés à des formations de qualité. Et donc, tout est à refaire encore là. Oui, alors je vais répondre là aussi très concrètement, et avec des actes et des propositions. J'ai présenté devant l'Assemblée nationale et le Sénat un dispositif qui a permis de proroger les zones franches urbaines qui ont eu un grand succès dans ces quartiers, parce que ça a permis de créer plus de 300 000 emplois, 307 000 emplois très précisément dans ces quartiers, et d'ailleurs l'Observatoire national des zones urbaines sensibles le révèle. Là aussi, mais quelle est leur pérennité, monsieur le ministre? Mais je vais vous le dire, parce que c'est dans la loi. Donc j'ai prorogé ces zones franches urbaines, elles devaient s'arrêter au 31 décembre. Et par la loi, puisqu'il faut passer par le législateur, nous avons prorogé. J'observe d'ailleurs que le rapporteur au Sénat et le maire des sénateurs-maires socialistes de Tours, et Claude Dillin, socialiste qui connaît très bien ces questions, qui était maire de Clichy-Montfermeil, comme vous le savez, et qui présidait au plan national Ville et banlieue, a reconnu devant le Sénat l'action que nous avons menée, que le gouvernement a menée en faveur de l'emploi, notamment avec le dispositif des zones franches urbaines. Et vous savez, vous êtes obligé d'avoir, pour être égalitaire, il faut être inégalitaire dans ces quartiers. Et il faut donc avoir des systèmes dérogatoires. Il faut revenir à l'école. Il faut revenir à l'effort que nous devons faire, réduire le nombre d'élèves par classe à 20, par exemple, pour qu'il y ait un vrai encadrement, réformer la carte scolaire. Sur l'école. J'en suis tellement convaincu que lorsque j'ai rencontré et travaillé avec François Fillon sur l'expérimentation des contrats urbains de cohésion sociale, j'ai proposé, et c'est fait, c'est mis en œuvre, que les inspecteurs d'académie soient co-signataires de ces contrats. Ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc bien sûr qu'il faut faire l'école de la République, c'est ce qui permet aussi l'intégration en France. Et c'est pourquoi la destruction du service public de l'école est absolument dramatique, et notamment il n'y a pas de destruction les 60 000 du service public, ça supprimés. c'est une caricature. C'est pas. Non, je sais bien qu'on est en campagne électorale, mais enfin, on peut le fait aussi... que les maîtres, vous vous rendez compte que dans ces quartiers difficiles, où un certain nombre des enfants, des élèves ne parlent pas le français, vous avez des maîtres qui n'ont pas de formation pédagogique. Et ça ne devrait pas exister, par exemple. On finance des actions d'aide aux devoirs, on finance les études dirigées. Bon, il y a le programme de réussite éducative. Il y a des choses qui ont été faites, mais il faut quand même constater que ça n'a pas réglé le problème, et qu'aujourd'hui, les chances des jeunes dans les quartiers n'est pas les mêmes que les... Non, mais vous savez, il faut lutter contre l'égalité territoriale. Non, mais vous allez pouvoir répondre. Il y a souvent une vision... répondre à ce que dit Eva Joly. Juste, moi je voudrais vous poser une question très simple. C'est que, qu'on le veuille ou non,
quand on parle des banlieues ou des quartiers, entre guillemets, pour ceux qui n'y habitent pas, ça signifie que ce sont des zones différentes, des lieux d'habitat différents. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'une bonne vingtaine d'années. Eh bien, on a tort. Alors, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change vraiment? Et combien d'argent faudrait-il y mettre? Mais c'est le cas, attendez. Vous savez ce que c'est la rénovation urbaine? C'est au final, quand en 2013, quand on arrivera au bout du programme, c'est 42 milliards d'euros. Alors 42 milliards d'euros, ça ne parle pas beaucoup, mais enfin, si. Le Grand Paris, en matière de transport public, qui va régler beaucoup de problèmes, parce que le projet du Grand Paris, il faut le mesurer, la géographie prioritaire de la politique de la ville, pour moitié, elle se trouve en Île-de-France. Et c'est pour ça que l'immense projet du Grand Paris est une chance inouïe pour les quartiers sensibles, et ça va tout à fait dans le sens qu'évoquait Madame Eva Joly à l'instant, parce que ça va permettre de desservir, de créer des gares nouvelles, notamment la Seine-Saint-Denis qui était sinistrée, et le rééquilibrage au profit de l'Est francilien. Oui, mais avec un coût de 32 milliards de pour les transports publics. Pour les transports, vous devriez le soutenir. Alors qu'il n'y a pas de taux de fonds. Pour commencer, il n'y a pas le premier euro. Alors que nous avons des réseaux de RER qui sont très délabrés. Nous y travaillons avec Guillaume Pépi, avec Pierre Mongin. Il faudrait réhabiliter les circuits qui peuvent servir maintenant et améliorer la vie des habitants maintenant. Le Grand Paris, ça améliorera peut-être la vie dans 20 ans et nous devrions consacrer quelques milliards immédiatement à améliorer le réseau de transport en région parisienne et ne pas faire déboucher un métro sur le plateau de Saclay. Non mais ça, pardon, il faudrait plus de temps pour évoquer ça, on ne peut pas le faire au détour d'une phrase sur Saclay. Mais, pardon, le Grand Paris, c'est à la fois une vision pour l'avenir, c'est notre responsabilité, de responsables politiques et d'élus nationaux notamment, de nous projeter et d'avoir une vision pour l'avenir. Vous vous rendez compte, ce serait irresponsable. Alors, et par conséquent, aujourd'hui même, nous, avec Nathalie Kosciusko-Morizet et Thierry Mariani, nous rénovons les lignes C et D du RER. Je sais que vous avez beaucoup emprunté la ligne C du RER. Vous savez quelle galère vivent les franciliens qui étaient dans la ligne C du RER. Eh bien, nous y travaillons. Et avec Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, et avec Pierre Mongin, nous mettons en œuvre, avec la région d'ailleurs, que préside Jean-Paul Huchon. Nous le faisons ensemble. Ce sont des choix importants en ce qui concerne la facilité de vie des franciliens aujourd'hui et mettre en place des bus et améliorer l'existant pour que dès aujourd'hui la vie s'améliore est très important. C'est ce que nous faisons. Et vous savez, rééquilibrer au profit de l'Est francilien. Regardez Clichy-Montfermeil. Clichy-Montfermeil est très près de la plateforme de Roissy et n'a pas... Pardonnez-moi. On va bien. C'est les inégalités territoriales qui sont les plus choquantes. C'est juste. Par exemple, j'étais à Aulnay-sous-Bois il n'y a pas très longtemps et j'ai appris que l'aéroport de Bourget, par exemple, ne ferme pas la nuit. Parce qu'on estime que là, c'est plus important que les marchandises puissent arriver, que les habitants de cette banlieue-là puissent dormir. Et donc ça, pour moi, c'est le symbole même de l'inégalité territoriale. Donc, améliorer la vie des habitants, c'est vraiment travailler pour qu'il y ait une égalité territoriale, une égalité de desserte, de transport, d'offres de services publics. Et je voudrais rendre hommage à ceux qui résistent, parce que beaucoup de quartiers deviennent des desserts médicaux par exemple, les médecins ne veulent plus s'y rendre. Rendre hommage aux fonctionnaires qui résistent, à ceux de l'école, de la police et de la santé. Mais moi je me bats pour l'équité territoriale. Mais c'est bien, monsieur le ministre. Écoutez, voilà, le débat s'est terminé. Merci Maurice Leroy de nous avoir rejoints.